Salut les pilotes, moi c'est Morgan et Las Fantasy, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une vidéo review. Une review, ça fait un moment qu'on en a pas fait, donc on va en faire une. Le problème c'est que moi je suis pas sponsorisé par DJI, donc je suis sponsorisé Amazon, hein, voilà. Donc je l'ai déjà reçu, on va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a là-dedans, et on va essayer de faire une vidéo super sympa. Allez, on continue. Ah non mais c'est pour de vrai. Genre moi j'ai pas fait semblant, hein. Il est vraiment, il est fermé quoi. Ok. Ok. On va essayer de pas perdre de doigts. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Donc là, vous allez l'ouvrir en même temps que moi. Hein. C'est pas ouvert encore, pour de vrai. Ça a l'air sympa, mais je vois pas dedans. C'est bien rangé. C'est joli, voilà. C'est rangé proprement. Lunettes V2, donc c'est exactement les mêmes que les V1, hein, à l'extérieur en tout cas. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, il est lourd. Je sais pas. Pas très beau. C'est pas moche, mais le profil est un peu la gueule d'un fantôme dans Pac-Man. Je sais pas. C'est futuristique. Moi, ça m'évoque vraiment les... Par contre, j'adore comme il se pose. Ça, c'est marrant. C'est vraiment super fun. C'est con, vous le voyez pas. Mais non, ça, c'est fun. Y'a quoi d'autre là-dedans? Ah, la radio. Donc la Tango 2. La G-Controller 2, pardon. C'est juste la même chose, en fait. Ouais, c'est vraiment juste la même chose. 53-28. Tiens, c'est bizarre, ça, comme... Donc 5,3 pouces et 28 de pitch. On va voir ce que ça donne. Encore des hélices. Au moins ils savent qu'on risque de casser des hélices. Le problème c'est que si tu casses une hélice, à mon avis, tu casses le drone d'abord. Par contre, moi j'ai pas assez de sous pour vous faire des crashs et vous montrer genre, vous voyez, il crache vachement bien. Hein. Alors, ça visiblement c'est le carton du chargeur. Ok. Donc on commence avec la batterie des lunettes. Donc petite batterie DJI pour les lunettes. Donc maintenant les lunettes prennent du 6S, si je vous dis pas de bêtises. Seul truc que je regrette un peu, c'est que vous avez un joli port USB là. Je sais pas si vous le voyez, le port USB-C. Mais c'est pas du tout un powerbank en fait. C'est vraiment juste pour les lunettes, on peut pas s'en servir pour autre chose. Voilà. C'est dommage. Et le chargeur pour la batterie du drone. Bah chargeur DJI quoi, hein, c'est... voilà. C'est joli, c'est propre, avec leur espèce de connecteur chelou parce qu'ils n'avaient pas envie de prendre de XT60 à mon avis. Et deux sorties USB, donc en général pour pouvoir charger la manette en même temps, la batterie des lunettes. Et il n'y a pas de câble. Et le dernier carton, qui est gros pour pas grand chose à mon avis. Je veux t'ouvrir proprement, laisse-toi faire. Le consentement de la boîte, est-ce que tu l'as? Est-ce que t'es d'accord pour que je t'ouvre s'il te plaît, petite boîte? Bah elle répond pas. Oui, vas-y. Ah, elle a répondu. Non mais sérieusement? Mais non, je veux pas te déchirer en fait. Un trop. Non mais j'ai vraiment pas envie de la déchirer. Ah, il est idiot le Morgan. Je l'aurais pas du bon côté en fait. Plein de câbles! Câble USB-C en 3.0, donc ça c'est très bien. Le chargeur pour l'alimentation. Le cordon, pas le chargeur. Il est idiot ce mec. Voilà. Encore leur truc en peau d'œuf. Pour le super machin qui passe au-dessus de la tête. Alors je sais pas si vous l'aimez, mais moi je le déteste. Ça va vite être changé par un Strapetix, comme d'habitude. Alors j'ai l'impression qu'il y a des trucs où il faut faire gaffe par contre. Une toute petite clé à laine. C'est bien. Ah. Alors ça c'est un adaptateur USB-C OTG. Pour sortir de vos lunettes ou de votre drone, pour faire l'activation, la mise à jour, on verra ça tout à l'heure.
l'alimentation des lunettes, donc qui est bien en hop là, barrel d'un côté, pardon, et USB-C de l'autre. De la paperasse qui sert à rien. Pas déconner, on va quand même pas lire le truc, quoi. Les antennes. Alors je sais pas, j'ai pas l'impression qu'elles soient plus petites que les autres, j'ai l'impression que c'est vraiment les mêmes. Ils aiment bien DJI, ils nous vendent les mêmes choses, plus chères. C'est pas con, n'empêche. Tu vends les mêmes trucs, tous les ans, tu changes un petit détail, hop. Apple. C'est vrai que ça me rappelle quelqu'un. Et des sticks de rechange. Alors pourquoi des sticks de rechange? Parce que sur votre radio DJI, les sticks se démontent. Et se rangent. Regarde, parce que c'est pas évident. Ici. Je vous avoue que ça tient un peu. Voilà, c'est pas non plus super bien rangé. Je pense que si vous... Déjà vu la taille du pas de vis, si vous le faites tomber, à mon avis, votre stick, vous l'oubliez. Je sais que sur le G Mini 2, sur le Mavic 2 également, j'avais déjà réussi à perdre des sticks qui s'étaient délogés justement de leur petit logement, donc c'est très bien qu'ils en fournissent avec. Ça, c'est un bon point. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est vert fluo. Et au cas où... Ouais. Donc vous avez soit ce superbe design transparent, magnifique, super sympathique. Avec la mise au point, ce serait vachement mieux, merci. Ou vert fluo moche. Quoi, je suis obligé, je vais pas le ranger proprement, c'est dégueulasse. C'est super dégueulasse. C'est même pas un beau vert, quoi. C'est... Après l'euphorie du déballage, on doit passer à la mise à jour du drone. Bah oui, on vient de recevoir le nouveau drone de chez DJI, comme d'habitude, il va falloir tout mettre à jour. Quand vous allez faire votre mise à jour, vous allez lui donner les nouvelles zones interdites au vol, par exemple, près des zones militaires, près des centrales nucléaires ou d'autres endroits dangereux. Vous allez également améliorer la sécurité du drone, puisque souvent dans les mises à jour, vous aurez une amélioration firmware que DJI a fait sur le Return to Home, par exemple. Donc on va s'atteler à la mise à jour tout de suite. Donc moi je me suis dit, je vais utiliser le DJI Assistant 2, qui a normalement une version pour le FPV, pour voir si les lunettes V2 pouvaient s'activer et se mettre à jour directement sur le PC. Alors on va d'abord brancher les J-lunettes V1. Vous voyez bien que dès qu'on les branche, elles s'appellent JFPV Goggles, il n'y a pas de problème. On va brancher les V2 et voir ce que ça nous dit. Voilà. Voilà. Et vous voyez bien, on peut pas le renommer. C'est voilà. C'est hard-codé. Visiblement, on est des pigeons. Je vous avoue que sur le coup, j'ai pas vraiment rigolé en voyant le nom qu'ils ont donné aux lunettes V2 de chez DJI. Comme je le dis dans le petit extrait, c'est hard-codé, c'est vraiment le nom qui apparaît. On ne peut ni le modifier, ni rien. Pourquoi DJI? Pourquoi? Je ne sais pas. Cet essai complètement raté, puisque le DJI Assistant 2 n'a jamais détecté les lunettes, je me suis rabattu sur l'application existante. J'utilise déjà DJI Fly pour le Mini 2, donc le petit Mavic Mini 2, que j'utilise de temps en temps pour quelques prises de vue. J'ai essayé de les brancher aux lunettes pour faire l'activation et la mise à jour, et j'avais cette jolie box qui n'arrêtait pas de s'ouvrir et de se refermer instantanément. Je n'ai pas tout de suite compris, j'ai essayé différents câbles, j'ai passé pas mal de temps dessus, un peu trop de temps, que je n'aimerais pas vraiment admettre, mais voilà, j'ai été un peu idiot, alors je me suis dit je vais le faire dans l'ordre, je vais essayer d'autres câbles, je vais essayer peut-être un autre téléphone, et en fait ça ne fonctionne tout simplement pas. Il faut se servir du QR code qui est sur la boîte du JFPV Combo, qui va vous amener à un lien DJI pour télécharger la toute dernière version de G-Fly. J'espère vraiment qu'ils vont faire la mise à jour sur le Play Store au plus vite, ça évitera que certains peut-être galèrent comme moi, avant d'essayer de enfin flasher ce QR code sur une boîte. Si j'y pense, je vais essayer de vous mettre le lien direct pour aller télécharger la dernière version de G-Fly pour pouvoir activer et faire la mise à jour de votre drone en toute sécurité. J'ai donc lancé la mise à jour et vous allez voir en bas à gauche de cette vidéo un timer. C'est un timer que j'ai mis en temps réel sur la vidéo de base. L'accélération en 15 000% a été faite après, puisque vous allez voir, ça dure un petit moment. Cette mise à jour aura duré 26 minutes et 31 secondes. J'ai perdu la moitié de la batterie, aussi bien sur les lunettes que sur le drone. Je vous conseille donc de bien charger les batteries des lunettes et de votre drone, pour être sûr que vous n'aurez pas une coupure en plein milieu de la mise à jour. C'est quelque chose qui peut arriver, mais généralement c'est une plaie pour réussir à réinstaller une mise à jour correctement. One eternity later. Je vous avoue que les 26 minutes et 31 secondes de mise à jour ont été
particulièrement longue. On se demande si ça avance pas, si ça va planter. Enfin bon, pas d'inquiétude, une fois que c'est lancé, laissez-le faire, vous avez bien chargé la batterie avant, vous êtes en mise à jour, ça va fonctionner. Une fois qu'elle est terminée, bah tout est prêt à voler, en soi. Le drone est prêt, tout a été mis à jour, on a envie de le faire. Eh bien, j'ai écouté certaines remarques qu'on m'a fait. Pourquoi je ne filme pas dehors? Mais pourquoi tu sors pas? T'es un ours ou quoi? Tu restes dans ton bureau? Ouais, déjà. Et c'est surtout que j'avais un peu la flemme de sortir tout le matos avec moi dehors, j'étais pas sûr que le rendu soit bon. J'ai pas osé, jusqu'à aujourd'hui. Et ben là, je l'ai fait. Donc on va aller dehors, on va aller tester ce drone. Je vous demanderai juste un peu d'indulgence. Il y avait d'énormes rafales de vent ce jour-là, ça soufflait pas mal, et malgré la petite moumoute sur le micro-cravate, bah de temps en temps, on l'entend. Donc on a essayé de faire de notre mieux pour traiter le son, histoire que ce soit pas trop dégueulasse, mais vous entendrez de temps en temps les petites rafales de vent. Donc en espérant que ça vous dérange pas trop, on se retrouve tout de suite dehors pour tester notre drone. Voilà, on est sur le plateau du Stromberg, près de Sierck. C'est super sympa comme vue. Alors si vous êtes dans la région, moi je vous conseille de venir y faire un tour. J'aime les panoramas. Et comme d'habitude, bah, pour un début mars en Lorraine, il fait beau mais super froid. Donc on va tester le drone JFPV là dans des conditions un peu plus réelles. Hein. J'avais pas envie de faire des vols derrière chez moi dans un jardin ou dans un champ. Je l'ai déjà testé pour voir un peu comment ça fonctionnait. Là on va le faire en conditions réelles avec une jolie vue sur les châteaux des Ducs de Lorraine. Donc pour l'instant vous les voyez pas, vous allez les voir dans quelques instants. Et on va surtout comparer les prises de vue entre le JFPV et le Gemini 2 qui ont sensiblement le même capteur. Donc la qualité devrait être à peu près équivalente. On va voir ce que ça donne tout de suite. Allez, c'est parti. On vient de faire le test avec le JFPV, donc c'est vraiment un drone qui est super sympa à voler par contre, ça je pourrais jamais dire le contraire. Super sécuritaire, on a essayé de faire une petite prise de vue où on active justement le bouton panique pour voir s'il s'arrêtait correctement, c'est toujours impressionnant pour les gens à l'extérieur, ça l'est encore plus quand vous avez les lunettes sur les yeux, parce que vous voyez le ciel, vous vous dites qu'est-ce qui se passe. On va voir si ça a réussi à enregistrer sur la caméra, si c'est pas le cas j'essaierai de refaire une petite prise de vue avec des GoPros, ce sera peut-être plus facile, donc on verra bien ça tout à l'heure. Les prises de vue que je vous ai montrées là, bah, c'est un petit peu de cabriole quand même, parce que je vous avoue qu'ils donnent envie. Pour un drone de quasiment 800 grammes, ça donne vraiment envie de faire le con avec. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Le prop wash est quand même assez dégueulasse, il faut l'avouer. Ils sont censés corriger ça bientôt avec une mise à jour. J'espère en tout cas qu'ils vont le faire. Si vous faites par contre des cabrioles très légères ou vraiment vous essayez de faire quelques dives, de vous relever un petit peu, il n'y a aucun problème. Il faut garder quand même une chose à l'esprit, c'est que le drone fait quand même 800 grammes. On sent qu'il manque un peu de reprise. C'est pas du tout un racer à ce niveau-là. Donc quand vous faites des dives, n'hésitez pas à bien monter les gaz. Si vous avez regardé les reviews qui ont été faites par Joshua Bardwell, Le Drib et d'autres très grands pilotes comme ça, je pense que vous vous êtes rendu compte qu'à chaque fois ils sont surpris et ils mettent vraiment un gros coup de gaz. Mais si vous avez envie de faire le con, je vous avoue que la patate est là quand même. Donc il n'a pas de reprise, mais il a une très bonne accélération, il a une très bonne tenue en l'air. Le design,
Je vous avoue qu'au début, je ne l'ai pas forcément aimé, mais plus on le voit, plus on se dit que c'est quand même un drone qui est marrant et qui a une bonne gueule. Il y a quand même un truc à retenir, c'est que les bras super épais, le corps super épais prend énormément le vent. Donc c'est-à-dire que dès que ça va souffler, parce que je vous avoue qu'ici ça souffle un petit peu aujourd'hui, vous sentez le drone qui vibre et qui a du mal à contrer la force du vent. Donc ça c'est un petit problème, je dirais, un petit point négatif. Mais bon, pour le reste, vous avez vu les images. Maintenant on va voir ce qu'on peut faire avec le Mini 2 et on va voir ce que ça donne. Donc bien évidemment, j'ai pas pu m'en empêcher que de vous faire un joli panorama depuis la côte du Stormberg, où vous pouvez voir la ville de Sierck, le château des Ducs de Lorraine, et un joli bras de la Moselle. Dans le prochain plan, vous allez voir mis côte à côte, une image prise par le JFPV et une image prise par le G-Mini 2. Vous pardonnerez la différence de colorimétrie, je n'avais pas fait les réglages identiques sur les deux drones, mais ça ne vous empêchera pas de voir les détails, et par exemple la qualité vidéo de chacun des deux capteurs. Je dois vous avouer que le plus bizarre, c'est d'avoir une molette pour pouvoir régler l'angle de la caméra sur le JFPV. C'est vraiment ce qui m'a le plus perturbé, même si je vous avoue que la radio n'est pas forcément facile à prendre en main quand on a l'habitude de la Tango 2. La Tango 2 avec une tension des sticks au minimum est encore 3 à 4 fois plus résistante sur le ressort que la manette du JFPV. Je vous avoue que la radio du JFPV, j'ai vraiment eu du mal à m'y adapter, mais ça commence à venir. Donc vous pardonnerez le pilotage un peu hésitant, c'est quand même une machine qui vaut 1300 € que j'avais en l'air, je n'ai pas pris le JK Refresh puisque je ne le prends jamais, je vous l'avoue. Prenez-le, si vous êtes débutant. Donc j'étais pas forcément à l'aise avec une machine que je ne maîtrise pas, à voler en manuel, comme ça, à l'arrache. Voilà, donc je sais, je cherche des excuses, mais j'espère qu'elle est bonne. Donc là j'ai surtout voulu insister sur la comparaison vidéo entre les deux capteurs, puisqu'ils sont identiques, et voir un peu ce que ça donne en rendu final. Aucune des deux images n'a été traitée, elles sont vraiment en sortie de carte SD, comme ça vous pouvez vraiment comparer et voir les différences. Au niveau du pilotage par contre, le JFPV en mode normal se comporte exactement comme un Mavic. C'est un Mavic Pro 2, il n'y a que la caméra qui change et le fait qu'il puisse passer en manuel. Les capteurs sol fonctionnent très très bien, les capteurs avant ne vous empêcheront pas par contre de tomber dans un mur, ils vont vous indiquer qu'un mur approche, vous allez avoir une jolie barre sur le haut de votre écran qui va passer de jaune à rouge pour vous dire qu'il y a un mur, mais il ne vous empêchera pas de taper dans ce mur. Il va vous ralentir, pour vous dire il y a quand même quelque chose là devant, bonhomme, mais le drone ne s'arrêtera pas. Les capteurs ne fonctionnent donc pas exactement comme sur un Mavic. Attention avec ça. Au niveau de la stabilité, il n'y a rien à dire, mais je vous avoue que le plus fun, et ce qui est en même temps le plus perturbant quand vous êtes en train de piloter, c'est le mouvement que vous pouvez appliquer à la nacelle de la caméra. Avec la molette, vous allez pouvoir baisser et monter votre caméra avec une amplitude d'à peu près 100 degrés. Ça va descendre à peu près à moins 50 degrés et remonter à peu près à plus 50 degrés. Vous avez en plus sur la droite dans vos lunettes les degrés qui s'affichent, vous savez exactement où vous en êtes, donc on peut se servir de ce drone pour faire quelques plans comme avec un Mavic classique. Le lendemain, j'ai eu la chance d'être contacté par Alain et un groupe de pilotes qui se situent près de Metz qui m'ont invité sur leur bandeau. J'y étais avec plaisir, déjà pour les rencontrer, donc salut Alain, salut tout le monde. Mais je vous avoue que arriver sur un bandeau qu'on ne connaît pas avec une machine comme celle-ci, j'ai préféré me balader et cruise un petit peu que de faire le fou directement. Vous allez voir maintenant quelques images qui ont été prises sur le bandeau avec le JFPV, et comme tout le monde me l'a demandé sur place, et je pense que tout le monde se le demande encore aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne comparé à une GoPro? Donc on va essayer de mettre côte à côte quelques plans qui ont été faits avec le JFPV, d'autres avec la GoPro Hero 9 montée sur un racer classique, et vous allez voir que la différence est assez flagrante. Sur le drone JFPV, j'ai activé les stabilisations. Je ne connais pas forcément bien le drone, je ne sais pas comment il se comporte, j'avais encore un peu de mal avec la radio, j'ai préféré laisser la stabilisation pour rattraper un peu les quelques erreurs de pilotage. Sur la GoPro Hero 9, par contre, j'ai mis la stabilisation à 0. Il n'y a ni hyper smooth, ni rien du tout. J'ai préféré la laisser vraiment comme si j'allais filmer pour Real Steady. Si les plans son stabilisation de la GoPro sont corrects, c'est ceux qu'on va voir tout de suite. Parce que je vous avoue que l'effet Real Steady, qui est très fisheye avec les côtés étendus, c'est pas forcément ma tasse de thé. Donc si les plans sont utilisables en RAW, vous allez voir directement les images sorties de la GoPro et les images sorties du JFPV.
Comme vous avez pu le voir, les images de la GoPro sont quand même nettement meilleures niveau qualité. Le capteur a exactement la même taille entre le JFPV et l'aéronef, pourtant on a 20 mégapixels maximum sur la GoPro et ça se ressent. J'ai utilisé les images RealSteady pour une seule et bonne raison, c'est que j'étais en train de tester des nouveaux bras Deadcat pour mon prototype, et c'est vraiment très chiant à tuner. J'avais pas mal de vibrations, j'avais pas mal de problèmes à cause du centre de gravité qui est trop avancé, puisque j'utilise un autre châssis pour tester uniquement les bras en ce moment. Donc désolé, ce n'est pas du RAW complet, mais je n'ai rien touché à part la stabilisation de RealSteady. J'ai essayé également de les mettre côte à côte, alors bien évidemment c'est très compliqué de faire 2 fois le même passage à exactement la même vitesse au même endroit, sachant aussi que le FOV de la GoPro est bien plus élevé, ça donne une petite différence, donc j'ai essayé de les aligner à peu près pour que vous puissiez faire pause et voir la différence. Les deux footage sont en 4K, donc malgré ces quelques différences au niveau de la qualité, je vais quand même vous donner mon avis par rapport au capteur de ce JFPV. Si vous avez un Mavic 2, un Mavic Mini, un Mini 2, l'avantage c'est que la colorimétrie sera beaucoup plus facile après au montage. Si vous aimez la GoPro et que vous préférez la qualité GoPro, si vous avez déjà travaillé avec d'autres drones de chez DJI, ben vous connaissez les différences, et surtout vous savez que c'est très compliqué d'avoir un étalonnage et une colorimétrie à peu près équivalente avec ces deux capteurs qui sont totalement différents. Donc cet avantage du JFPV, pour moi, il est là. C'est qu'on a quelque chose qui filme vraiment pas mal, parce que les qualités d'image est plutôt propre, la stabilisation honnêtement est plutôt bonne également, et on se retrouve avec un étalonnage et une colorimétrie qui sera très facile si on utilise d'autres produits de chez DJI. Ça, c'est un gros avantage. On va passer maintenant aux spécifications du JFPV. Je ne reviendrai pas sur les lunettes V2 qui sont quasiment identiques au V1, à part le firmware qui est fait pour le drone JFPV, et la radio, qui est la radiocontrôleur V2 qui ne fonctionne qu'avec le drone JFPV et pas avec les anciens AirUnit et les Vista. Les lunettes, par contre, fonctionnent avec les AirUnit et les Vista. Attention juste à une chose, si vous bindez vos lunettes V2 à votre AirUnit, vous perdez le bind avec le drone JFPV et la radio. C'est-à-dire qu'il faut le refaire à chaque fois. Alors bien évidemment, c'est assez simple, puisque sur le Vista ou le AirUnit, vous n'avez juste à appuyer sur un bouton, une fois que les lunettes sont en bind mode. Sur le JFPV et le radiocontrôleur V2, il suffit de rester appuyé sur le bouton power une fois qu'ils sont allumés, et ils se mettent en bind mode également. Donc la manipulation est assez rapide et assez facile, mais mine de rien c'est contraignant, puisque vous êtes obligé de changer vos lunettes entre le mode JFPV et le mode FPV classique. Ça s'active dans les menus, après une extinction réallumage des lunettes, vous serez dans un mode ou dans l'autre, et sur le drone, un bouton à appuyer, ce n'est pas trop compliqué, mais ça m'embête. J'aurais vraiment préféré qu'on puisse utiliser les lunettes V2 avec le drone JFPV et sa radio, et les utiliser juste après avec un drone racer classique, sans avoir de manipulation à faire. Là-dessus, c'est pas génial. Au niveau du drone JFPV, on sait que la caméra qui est embarquée peut filmer en 4K 60 fps avec un débit de 120 mégabits seconde. C'est un débit qui est vraiment très élevé, donc faites attention aux cartes SD que vous utilisez. Si vous utilisez une carte SD qui sera en dessous du U3 ou V30, vous aurez certainement des artefacts dans la vidéo et des problèmes. Au niveau des formats H264 ou H265, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Normalement, le H265 vous offre une meilleure compression sans perte, mais attention, certains lecteurs, voire même certains programmes de montage ont du mal avec le H265. Nous avons une stabilisation mécanique un axe sur l'axe de pitch, et vous avez une stabilisation EIS électronique, la stabilisation Rocksteady de la Osmo Action. C'est une stabilisation qui fonctionne vraiment pas mal, même si je trouve qu'elle est quand même un peu en deçà de l'Hypersmooth 3.0 de chez GoPro. La transmission vidéo est occupée par le OcuSync 3 de chez DJI, qui est censé vous apporter une portée théorique de 6 km en Europe. Je ne sais pas, on verra bien, en tout cas je ne pense pas que vous atteindrez un jour les 6 km, déjà avec la batterie, parce que ça fait vachement loin quand même, et surtout avec des obstacles entre vous et le drone. Par contre, si vous volez très haut et en ligne droite, peut-être, il faudrait essayer. Cette transmission vidéo sur les lunettes V2 sont donc en 810p et 120 images secondes, ça c'est vraiment super sympa. Attention à une chose par contre, si vous voulez voler en low latency mode, donc le mode qui vous offre normalement le moins de latence possible, un peu comme de l'analogique à l'époque, vous êtes obligé de filmer en 1080p. À partir du moment où vous mettez le drone en 4K 60 fps, vous vous retrouvez avec le mode haute qualité. Ça, je trouve ça vraiment très dommage. On passe donc d'une latence d'à peu près 28 ms quand vous êtes en low latency à plus de 40 ms quand vous êtes en haute qualité. Ça peut poser problème si vous êtes un pilote qui adorait la proximité, qui essayait de voler au travers de nombreux obstacles, mais je ne pense pas qu'on le fera vraiment avec ce drone-là. Le drone JFPV reste avant tout un drone de capture d'image et un drone pour la vidéo. Vous avez une détection d'obstacles à l'avant et en dessous. Un peu plus de détails concernant ces capteurs d'obstacles, vous pourrez différencier 3 niveaux. En mode N, normal, les capteurs sont actifs. Dans le retour vidéo du casque, de grandes zones passent en rouge ou en jaune en fonction de la distance de l'obstacle par rapport à votre drone. Vous aurez également l'altitude qui va changer de couleur pour vous dire à quelle distance vous êtes d'un obstacle en dessous de vous. Toujours en mode normal, si vous ne changez pas de direction en approchant d'un obstacle, le drone le fera pour vous. S'il ne peut pas le faire ou s'il ne trouve aucun échappatoire, il va vous freiner. Par contre, si vous continuez à avancer, attention, vous allez finir dedans.
C'est la seule différence avec le Mavic 2. En mode sport, seul l'évitement du sol est encore actif. J'ai pu faire quelques tests et je vous avoue que j'ai réussi à voler à 30 cm du sol à peu près, à une allure assez élevée, et le drone a tout le long conservé sa hauteur pour ne pas taper le sol. Les capteurs avant restent actifs, mais ne fonctionnent pas. Ils seront uniquement là pour vous prévenir si un obstacle est en face de votre drone, avec les jolies barres de couleurs que j'ai mentionnées plus tôt. Par contre, ils n'interviendront en rien dans le vol, ils n'essayeront pas de vous faire éviter l'obstacle, ou ne vous ralentiront pas. En mode manuel, par contre, vous êtes libre de tout. Le drone ne fera aucun freinage ou aucun contournement pour éviter les obstacles. Il n'y aura que l'indicateur d'altitude qui clignotera en rouge pour vous indiquer qu'il y a un problème en dessous de votre drone. Par contre, les capteurs avant ne feront rien du tout. Donc gardez-le bien à l'esprit avant de sortir votre drone et d'aller vous amuser. Le mode normal est donc un mode qui ressemble énormément à un Mavic. On aura vraiment l'impression de piloter un Mavic, le drone est stabilisé, le GPS va le garder vraiment en place, il est censé tenir jusqu'à une force de vent de quasiment 50 km/h, c'est énorme. Je vous avoue que je ne le sortirai pas si je vois qu'il y a du vent au-dessus de 30 km/h. C'est une règle que je préfère respecter, ça m'a évité pas mal de problèmes et je n'ai jamais eu de soucis avec mes drones. Le mode sport va vous offrir une plus grande vitesse, avec tout autant de stabilisation. Ça veut dire que vous aurez toujours le GPS qui sera disponible, vous aurez également le drone qui se revient sur son assiette à partir du moment où vous lâchez les sticks, par contre vous avez une plus grosse liberté de mouvement pour accélérer et vous faire plaisir. Le mode sport est d'ailleurs le mode qui est utilisé quand vous utilisez le motion controller. Vous aurez le choix entre normal et sport, pas le manuel. Ça on y reviendra dans une prochaine vidéo, puisque je l'ai reçu aujourd'hui le motion controller, mais je l'ai pas encore essayé. Donc je pense qu'on va se faire un tour là-dessus la prochaine fois. Le freinage d'urgence et le mode stationnaire, par contre, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Vous avez un simple bouton sur cette radio, le G-Controller V2, qui va faire pause sur votre vol. C'est-à-dire que vous êtes en train de voler, vous sentez qu'il y a un problème, vous êtes perdu, ou je ne sais pas, quelqu'un vient vous parler, vous pouvez appuyer sur ce bouton pause, enlever vos lunettes, poser votre radio, le drone reste en place. À partir du moment où vous réappuyez sur le bouton pause, vous pourrez reprendre votre vol. Attention, une fois que vous avez appuyé sur le bouton pause, le drone repasse en mode normal. Donc ce sera à vous de réactiver le mode manuel, avec une petite manipulation assez simple, puisque dans les lunettes, on vous demande juste de mettre le stick sur un petit point vert, et vous repartez en manuel. Une autre feature que j'ai vraiment adoré, ce drone embarque la surveillance du trafic aérien ADS-B. L'ADS-B est vraiment sympa puisqu'il vous indique quand vous avez un aéronef à proximité de vous. Vous avez largement le temps d'adapter votre vol pour descendre en altitude ou venir dans un coin sécurisé. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien, qui détecte les aéronefs à plusieurs kilomètres de distance. Honnêtement, merci DJI. Ça, c'est parfait. Vous avez aussi un simulateur qui arrive, le DJI Virtual Flight, qui est censé vous apprendre à voler en manuel et vous servir de ce drone JFPV. Malheureusement, il est disponible uniquement sur iOS pour l'instant et devrait sortir sur Android plus tard. En tout cas, quand il sera sur Android, on l'essaiera et on verra ce que ça donne. Même si ce design de machine à café au début paraît bizarre et étrange, je vous avoue que j'ai appris à l'apprécier. Quand on regarde, on se rend compte que les bras super épais sont orientés vers le haut lorsqu'il est posé. Eh bien c'est normal, puisque quand vous volez en FPV, votre drone est généralement penché en avant. Et vous vous retrouvez donc avec une surface LR, un peu comme une aile d'avion, qui va améliorer la stabilité de votre drone d'un côté, lui permettre de planer un peu plus, c'est ce qui va aussi aider pour la durée de vie de la batterie. C'est pour ça qu'on peut avoir des vols qui montent jusqu'à 20 minutes. Par contre, forcément il y a un mauvais côté, c'est aussi ça qui va faire que vous avez énormément de prise au vent avec ce drone. Le châssis en lui-même est tout en plastique, je vous avoue que sur le coup ça m'a fait un peu peur, mais au final c'est du plastique qui semble tout de même plutôt rigide. Donc jusque-là, tant qu'il n'y a pas de crash, il n'y aura pas de problème. Les accessoires mobiles, comme la batterie ou les hélices, s'encastrent parfaitement, il n'y a aucun jeu, tout est monté au poil, c'est toujours de la qualité DJI, donc là-dessus, aucun problème. La radiocommande en elle-même, bien évidemment, on ne peut pas manquer la comparaison avec une TBS Tango 2. Elle surfe sur la vague des radiocommandes avec des formes de manettes de jeux vidéo, la radio est vraiment très agréable en main, et surtout j'aimerais féliciter DJI pour une chose, c'est qu'avec autant d'options et de boutons différents, tout tombe sous la main de manière intuitive. C'est vraiment super sympa. Vous avez ce bouton C1 qui est programmable, donc vous pouvez lui mettre l'option que vous voulez, le bouton pour lancer l'enregistrement sur votre vidéo, le Start and Stop, qui va vous permettre à démarrer votre drone avec un double tap quand vous êtes en mode manuel, un bouton 3 positions qui va vous permettre d'enregistrer des positions préprogrammées de la caméra, par exemple vers le haut, centré et vers le bas, le bouton sélecteur des modes de vol, avec le normal en haut, sport au milieu, manuel en bas. Pour débloquer ce mode manuel complet, il y a une petite manipulation à faire. Il va falloir rentrer dans les options de vos lunettes pour aller vraiment activer le mode manuel. C'est un mode qui s'active tout d'abord et ensuite dans les PIDs, vous allez pouvoir en bas bloquer le mode assiette. Le mode normal, c'est vraiment le mode Mavic. Le mode sport va à peu près correspondre à un mode angle ou horizon que vous avez sur un drone qui fonctionne sous Betaflight. Et enfin le mode manuel, qui va être un mode complètement accro, complètement manuel, dans lequel on peut se faire plaisir. Et sur la gauche, vous avez ce magnifique bouton pause qui va faire pause sur votre vol, comme je le disais. Vous appuyez là-dessus, votre drone se met en stationnaire, ne bouge plus et reste en GPS. C'est également le bouton qui va vous permettre de faire un return to home. Si vous avez le moindre problème, vous restez appuyé sur ce bouton,
Pour ceux qui connaissent DJI, vous aurez ce magnifique bip bien énervant qui va sonner en continu jusqu'à ce que le drone revienne à sa position de décollage. La petite molette, donc ça c'est le truc un peu perturbant, c'est qu'on peut ajuster l'angle de sa caméra pendant les vols. C'est un peu bizarre, mais je vous promets que ça peut faire vraiment de jolis plans. Je me suis essayé par exemple à voler en arrière et en baissant la caméra, de façon à garder bien cadré ce que j'étais en train de filmer tout en volant en arrière. C'est pas rassurant, surtout quand on a l'habitude de voler en arrière mais en regardant le ciel. Mais je pense qu'avec un peu d'entraînement, ça peut donner des plans vraiment super sympas. Les deux sticks, une fois qu'ils se démontent, comme je l'avais dit, se rangent dans la radio. Alors encore une fois, ça se range dans la radio, mais je ne pense pas que ça tienne vraiment bien. Ça m'a fait un peu peur, j'en ai déjà perdu sur d'autres radios de chez DJI, aussi bien sur le Smart Controller du Mavic 2 Pro que sur la radio de base. Voilà, je préfère les laisser sur ma radio, les ranger dans un sac radio avec une petite protection par-dessus, ça fera tout à fait le taf. Les lunettes V2, bah comme je l'ai dit, c'est exactement les lunettes V1, la seule chose qui est différente, c'est qu'elles arrivent avec une jolie batterie externe, une 2S, donc 7,4 volts de 2500 mAh. Moi je volais sur les Google V1 avec une batterie à moi, une 1500 mAh en 3S. L'autonomie est bien meilleure, donc ça m'arrange, ça me va très bien, ça se charge plutôt vite. À voir maintenant si on peut se servir par exemple d'une power bank pour alimenter les lunettes. Puisque je vous avoue que sur une journée complète de tournage, je ne pense pas que cette batterie va tenir le coup. Je vous parlais tout à l'heure du motion controller, donc que je viens de recevoir, il est en train de charger derrière moi, il faut que je l'active. Mais je pense quand même que ça tient plus du jouet, de l'accessoire, que de quelque chose qui est vraiment obligatoire à avoir. On va passer à mon avis perso, et là je vais vous donner une note tout de suite, la note de honnête sur 20. Je n'ai rien à voir avec DJI, j'ai acheté ce drone de ma poche, j'avais envie de le tester, j'avais envie de l'essayer. Pour moi, le drone DJI FPV, c'est un hybride entre un Mavic et un drone FPV classique. Ce n'est pas un racer. En gros, ça va être un parfait outil pour la plupart des vidéastes, puisque ce drone va pouvoir mixer à la fois les plans type Mavic et les plans un peu plus énergiques et un peu plus waouh qu'on peut avoir en FPV. Vous aurez bien évidemment l'avantage d'avoir un matériel DJI, donc avec un étalonnage et une colorimétrie qui sera très stable d'un Mavic au JFPV, mais vous n'aurez pas non plus la qualité de la GoPro. Vous n'aurez pas non plus la stabilisation type Real Steady Go, une stabilisation qui, tout le monde le sait, est vraiment extraordinaire. Par contre, la stabilisation Rocksteady alliée à la gimbal 1 axe fonctionne vraiment pas trop mal. Donc on se retrouve vraiment avec un drone plus orienté prise de vue, avec surtout ce mode manuel qui va vous donner la possibilité de faire des prises de vue bien plus dynamiques qu'avec un Mavic classique. Donc non, ce n'est pas un racer du tout, c'est un drone qui peut fonctionner en FPV, mais ça reste un drone DJI avant tout. Et là, on arrive vraiment au point positif et au point que j'ai adoré sur ce drone. La stabilisation, puisqu'on se retrouve avec un drone qui peut garder sa position grâce au GPS et qui conserve son assiette aussi bien qu'un Mavic 2. Tous les ajouts au niveau de la sécurité, le bouton pause qui m'a vraiment impressionné, puisque même si vous êtes la tête à l'envers en train de faire un power loop, vous appuyez sur le bouton pause, le drone se remet à plat et reste stationnaire là où il est. Quoi qu'il arrive, si vous avez peur de quoi que ce soit, pas besoin de désarmer en vol comme on fait sur la plupart de nos racers. Là, on a juste à appuyer sur le bouton pause, le drone se met là où il est, et on peut souffler. Ça, c'est vraiment génial. Le système de surveillance du trafic aérien ADS-B, c'est juste magnifique. Si vous êtes en train de voler, vous avez juste à regarder sur votre écran, vont apparaître le nom des aéronefs, leur distance et leur altitude, s'il se passe quoi que ce soit. C'est vraiment génial, surtout si vous êtes professionnel et que vous avez déclaré un vol dans une situation un peu compliquée, si vous êtes proche d'un aérodrome, si vous êtes proche d'un héliport, c'est vraiment génial. On sait exactement tout ce qui se passe autour de nous, il n'y a aucun danger pour les autres usagers. Donc n'oubliez pas, c'est toujours priorité aux aéronefs habités, c'est-à-dire qu'avec votre drone, si on vous annonce qu'il y a un aéronef dans le coin, vous descendez, vous revenez en sécurité, vous le laissez passer. Le Return to Home, qui fonctionne aussi bien que sur un Mavic 2, ça c'est vraiment génial également. N'oubliez pas aussi que les batteries sont intelligentes, c'est-à-dire que si vous êtes en train de voler, que vous êtes par exemple à 200 mètres de vous, puisque vous n'avez pas le droit d'aller plus loin, on n'oublie pas, réglementairement parlant, et vous arrivez vraiment en bas dans votre batterie, le drone va de lui-même entamer son retour to home et revenir à la maison dès qu'il estime qu'il a juste assez de batterie pour rentrer, mais plus assez pour pouvoir voler. Donc c'est vraiment le même RTH que sur les Mavic, et ça c'est génial. L'assistance décollage-atterrissage, alors je vous avoue que même en volant en manuel, le décollage je le fais en manuel, l'atterrissage par contre je le fais en mode Mavic. Voilà. Parce qu'on ramène le drone près de nous, on appuie sur pause, et puis on le pilote comme un Mavic, on a juste à mettre les gaz en bas, il va descendre tout seul, s'arrêter à peu près 50 cm du sol et se poser. Voilà. Vous avez également une fonction localiser mon drone. Donc si jamais votre drone par exemple s'est posé, il n'avait plus assez de batterie, il n'a pas fait de RTH, ou vous avez annulé le RTH, puisqu'on peut l'annuler, pour continuer à faire une prise de vue. Si le drone se pose là où il est, vous avez une option sur l'application localiser mon drone qui va faire apparaître votre drone sur une carte. C'est génial. Qui n'a jamais perdu de drone dans un champ, ou dans une montagne, ou dans un lac? Bah là, c'est pas possible. Il apparaîtra sur une carte, vous avez juste à vous déplacer, et vous retrouvez votre drone. Après, dans quel état? Ça, je peux pas vous le dire. On en arrive à la conclusion. Certains l'ont demandé, certains l'ont pensé.
Non, DJI n'a pas tué le FPV. Ils ont par contre amené une énorme sécurité en plus, avec un RTH très fonctionnel, un stationnaire aidé par le mode normal et le mode GPS qui est hallucinant de stabilité. Ils ont apporté l'identification d'aéronef à distance ADS-B dans un drone avec des capacités en manuel. Oui, il y a énormément de points positifs, mais non, ce n'est pas du tout un racer. Pour le moment, vous ne pouvez pas changer ou tuner votre JFPV. Vous allez pouvoir changer les rates, vous allez pouvoir changer l'exposition, mais vous ne pourrez pas le tuner correctement. Si vous avez envie de rattraper ce prop wash dégueulasse et ses vibrations, bah malheureusement, vous ne pourrez pas. Donc pour des pilotes FPV réguliers, que ce soit un pilote débutant, occasionnel ou confirmé, vous allez très vite comprendre en quoi le JFPV n'est pas un racer. Vous allez le faire voler et vous allez comprendre les lacunes qu'il a au niveau du prop wash, au niveau des vibrations et au niveau de la reprise. C'est vraiment un drone qui est parfait par contre pour prendre des prises de vue dynamiques et super sympathiques, surtout dans la sécurité et dans le respect des règles. Je vous parle souvent du respect des règles, le JFPV est dorénavant reconnu sur la plateforme Alpha Tango pour les professionnels. Je viens donc de l'enregistrer en tant que drone, je vais pouvoir faire des prises de vue professionnelles avec celui-ci. Je n'aurai malheureusement pas la qualité de vol de mes drones sous Falco X. Je vous avoue qu'une fois qu'on a goûté à Falco X, on a quand même beaucoup de mal à voler autre chose. Je l'ai senti tout de suite en arrivant sur le JFPV, mais on reste sur un drone qui est tellement sécuritaire que pour moi, on peut faire des concessions sur les capacités de vol. Donc on ne fera pas de freestyle avec, on ne fera peut-être pas de course avec, on peut s'amuser par contre un petit peu, on ne pourra pas faire des manœuvres aussi nerveuses que certains des grands pilotes font, par contre on pourra s'amuser à faire quelques petits split tests, quelques dives, voire même quelques power loops, ça passe très très bien. Il faut juste garder à l'esprit que le drone est lourd, n'a pas de reprise, et jouer avec ses gaz correctement. Donc je pense qu'avec pas mal d'entraînement, on peut faire certaines choses avec ce drone JFPV, mais on n'arrivera jamais à la qualité de vol d'un vrai racer ou d'un vrai drone monté pour le freestyle. Si maintenant on doit se demander à qui s'adresse ce drone, eh bien ça peut être à la fois aux débutants, qui ont envie d'avoir un drone qui peut faire du manuel, mais qui n'ont pas envie de s'embêter à monter un drone. On se retrouve donc avec un Mavic, qui va pouvoir les emmener depuis le vol normal, stationnaire et stabilisé du Mavic, jusqu'au mode sport, qui sera le mode angle que nous on utilise en FPV, et enfin en manuel, où la personne va pouvoir s'amuser. C'est un drone qui est quand même très très cher. Quand on voit sur internet que DJI a révolutionné l'accès au drone FPV pour les masses, je pense que tous les RTF sont en train de lâcher une petite larme. Pour moins cher, vous pouvez entrer dans le FPV, en prenant par exemple les RTF iFlight, qui sont de très bonnes machines pour le prix, avec un rapport qualité-prix vraiment sympathique, une radio comme une TPS Tango 2 qui va vous coûter un peu plus d'une centaine d'euros, une paire de lunettes, vous prenez par exemple les Fat Shark, Attitude V6, qui ne sont pas si chers que ça. Non, vous ne serez pas en digital tout de suite, mais vous allez vous retrouver avec un drone FPV analogique qui vous aura coûté moins cher, que vous pouvez réparer facilement, et surtout qui ne cassera pas aussi vite. Maintenant, si vous voulez entrer dans le monde du numérique, avec le DJI FPV, c'est tout simple, vous prenez toujours ce même RTF, il me semble d'ailleurs qu'iFlight fait des RTF directement en G, les lunettes DJI coûtent un peu plus cher que des Fat Shark Attitude V6, ok, mais vous serez en numérique, et pour beaucoup moins cher que les 1400 € quasiment du JFPV. Donc encore une fois, non, DJI n'a pas tué le FPV, DJI a simplement apporté la touche de sécurité qui fait le succès de tous ces drones, puisque c'est quand même le numéro 1 maintenant sur le marché du drone, dans un drone FPV. Et ça c'est génial. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'est la première fois que je fais une review aussi longue et aussi poussée, j'ai vraiment essayé d'amener pas mal de choses, quelques plans qu'on a fait en extérieur avec ma femme, quelques plans que j'ai fait ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions sur ce drone DJI FPV. On en verra un peu plus dans une prochaine vidéo, où je vais essayer de m'amuser avec le motion controller pour voir un peu comment ça marche. J'essaierai aussi de vous tenir au courant un peu de ce qui va se passer avec ce drone-là, puisque je vais essayer de faire quelques vidéos pour vous montrer vraiment tous les modes de vol, pour vous montrer comment un débutant qui a acheté ce drone peut essayer d'apprendre à piloter un drone. Je vais vous parler de pilotage de drone classique, pas forcément que de FPV, donc j'espère que ça vous intéressera également. Je vais aussi bientôt mettre sur cette chaîne quelques vidéos sur la formation théorique drone, puisque les nouvelles lois drone européennes sont sorties à partir du 1er janvier 2021. On a un délai quasiment jusqu'en 2023 pour les applications, mais on va quand même essayer de vous apprendre un peu certaines choses, de vous aider, parce que peut-être que certains qui me regardent aujourd'hui ont envie de devenir pro, et si je peux vous aider, on va le faire. Donc merci encore de m'avoir regardé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à partager la vidéo. Je vous rappelle encore que j'ai ma boutique Spreadshirt pour avoir des t-shirts super sympas et me soutenir en même temps. Vous avez également mon Tipeee, mon Paypal, mon Patreon. N'hésitez pas, si vous avez envie de me soutenir, moi ça me fera super plaisir. Merci à tous de m'avoir regardé, c'était Morgan, alias Fantasy, et on se retrouve très bientôt. Ciao les pilotes, bon vol.